Bonjour et bienvenue à la Critique exigeante pour cette revue du chapitre 112 de Dragon Ball Multiverse. Et pour être franc, j'avais peu de chapitres quand même que je suis dans cet état d'esprit-là, mais ça depuis 3 ou 4, là, j'ai l'impression que je me dis que c'est peut-être plus pour moi, ce récit-là. Il a envie de décrocher un petit peu, il y a moins de plaisir qu'il y en avait à l'origine. Donc, allons-y. Le chapitre commence avec... ça nous vend le punch sur ce qui va un peu s'y dérouler. Encore une fois, jadis, c'était correct. C'était un tournoi, on savait bien qui allait affronter qui. C'est sûr qu'il fallait pas nous dire ce serait quoi déjà la finale, mais il n'y avait complètement pas de si grande surprise. Mais ici, qui est le meilleur Vegeta? Ok, bon, on sait déjà quel sera l'affrontement qui va avoir lieu. Et l'enjeu, c'est que l'affrontement, finalement, il est pas intéressant. Alors, on a un Vegeta qui est hyper bridé parce qu'il doit défendre Pan et un Namek. Et on aurait pu croire que il va réussir à user des génialités pour faire utiliser Pan à son avantage. Ben non. À un moment donné, quand Vegeta semble quand même sûr de lui, puis là, il bloque l'attaque de Vegeta Empereur, on peut l'appeler comme ça si on veut. Là. Et là, il dit « Qu'est-ce que tu crois que tu fais? » Comme si le fait d'avoir perdu sa main, ou qu'elle soit plus temps utilisable, ce soit pas un temps un problème, puis qu'il y avait quelque chose sous la manche, pour que la page suivante, le combat soit déjà réglé. Vegeta Empereur lui fait un coup de poing au ventre, ça l'envoie en dehors de la zone de protection, il est rechangé en pierre, le combat est terminé. Encore une fois, oui, ça va au-delà de nos attentes, oui, si on veut, c'est surprenant, mais dans le mauvais sens, comme « Ah, ok, en fait, parce qu'il n'y a plus de combat, c'est déjà terminé, ce qu'il disait était vide de sens. » D'accord. Qui est le meilleur Vegeta? On n'a pas vraiment eu la réponse à cette question-là, tant que c'était presque un non-combat, c'était hyper court. Surtout que j'aurais aimé que Pan utilise un Kenza, c'est intéressant, mais Kenza fout que dalle. On y va un peu avec la théorie que le gap de puissance peut être conséquent. Rappelez dans l'animé le Kenza de Krillin qui fait absolument rien à Cell. Quelque chose qui, par exemple, n'avait jamais été montré dans le manga, donc c'est vraiment juste anime seulement. Mais bref, le duel principal, pas spécialement enlevant. Il y a aussi encore toujours un peu cet humour-là qui, dans un chapitre qui aurait dû avoir plus de pages consacrées au combat, ça nous coupe. Quand, par exemple, on a j'ai oublié leur nom, là, mais les organisateurs du tournoi, si on veut, qui expliquent « On ne peut pas rembourser vos tickets, on peut arrêter cet humour-là. » Et se concentrer sur le récit. Et justement, le récit d'intrigue. Encore tant de choses que je comprends pas. Qui a activé le pouvoir de stopper le temps? On dirait clairement que c'est Xi, parce qu'il est pas affecté, et ses sbires ne le sont pas parce qu'ils ont une partie de lui, j'imagine. C'est pas tant expliqué, mais c'est la raison que je me fais. Mais quand est-ce qu'il a utilisé ce pouvoir-là, juste avant qu'il se fasse exploser et frapper par Végéto? Je sais pas. C'est dur à comprendre. Et plein de choses dures à comprendre, dans le sens que s'il a utilisé... Je sais pas. Il y a tellement de facteurs et je réfléchis à ça et le récit me donne pas les réponses. Parce qu'à la fin du chapitre, un gros revirement de situation, les androïdes ont découvert Végéto. Et pour moi, c'est clair net, là, ils vont juste le ramener avec eux. Captain Ginyu fait un échange, Captain Ginyu Cole fait un échange de corps avec ce dernier, et voilà, ils ont maintenant avec eux l'un des guerriers, le guerrier le plus puissant. Gas va peut-être pouvoir faire quelque chose, mais vu que Tsi est en lui, peut-être qu'il va réussir à bloquer le pouvoir maléfique. Ben, son pouvoir maléfique fera que son pouvoir de stopper l'énergie ça s'appliquera pas. Mais ma question, c'est comment ça se fait qu'il soit en parfait état? On l'a vu transformer en roche, il n'y a pas une résistance qui semble être énorme. C'est dur à dire parce que, comment dire, on voit comme Goku que tomber c'est pas suffisant, mais on voit quand même qu'être projeté à pleine vitesse par un coup de poing d'un Vegeta Super Saiyan 3, être projeté et rencontrer les objets, ça casse. Vegeta voit son bras être cassé. Donc, l'idée, c'est que si c'est Xi qui a utilisé son pouvoir, juste après d'être frappé peut-être, mais quand même, ça explose. Ben, quand même, le truc qui explose à proximité de Vegeta est juste à côté. Là. Ça devrait l'avoir blessé. Là, il a l'air d'être sensiblement frais. Et il a pas l'air d'avoir c'est pas l'air d'être si grand que ça, là. Donc, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Cell? Il est parti où? Gast, qu'est-ce qui se passe? Et pour empêcher ces questions-là d'être répondues, Goku nous sortira l'excuse de « Ah, quand ils sont loin, je les sens plus. » C'est ça la particularité du vide.
excuse facile hein, pour juste, si on veut, empêcher le déplacement instantané, de sentir la puissance des autres, etc. Donc encore une fois, c'est le récit hein, qui s'arrange pour que ça parvienne à parvenir à ses fins, mais jamais vraiment de façon hyper intuitive. Donc, voilà. Je trouve vraiment que le duel n'était pas du tout enlevant. C'était dommage. Et je suis surtout curieux. Ah, aussi, il faut le mentionner, c'est Bras qui vient à la rescousse et qui va les vaincre en une seule attaque. De ça. Et elle va les vaincre avec l'attaque de Tortue Géniale, hein, le Bankoku Bikolisho, si je dis bien son nom. D'où est-ce qu'elle a appris cette technique? Encore une fois, oui, c'est possible. Même année, là, elle maîtrise le déplacement instantané. Cette technique-là, est-ce qu'il y a une technique qu'elle ne maîtrise pas? Là? Pourquoi elle aurait appris ça? Là? C'est sûr que c'est une technique qui est effectivement terriblement efficace, mais dans Dragon Ball d'origine, personne n'a jamais pris la peine d'apprendre cette attaque-là, sauf Tortue Géniale. Il y a ça. Et surtout, je me dis, rendu là, ma grande pratique le Kiko-O, là, il n'y a plus de menace. À la limite, c'est presque incohérent hein, qu'elle ait appris cette technique-là, mais qu'elle n'apprenne pas le Kiko-O si elle est intéressée à apprendre les techniques de tout un chacun. Donc le fait qu'elle règle le problème ultra rapidement, il y a ça aussi c'est un non-combat en fait, encore une fois. Quoique on va le soulever, là, mais voir Vegeta Nappa avec sa moustache qui, sur les effets du coup électrique, ça va se dresser. C'était vraiment un dessin agréable et comique. Mais aussi Vegeta Empereur, hein, qui est comme désespéré, comme on a des otages là! Et là, il sauve ce qui était, oui, effectivement, peut-être clairement des otages, hein, c'est-à-dire Bras et le Namek. Mais qu'après, l'autre Vegeta est encore notre otage. Ben non. Hein, surtout qu'il dit, si vous le libérez, il va mourir. Vous arrêtez, ça n'a pas rapport. Je peux comprendre qu'il est sous la pression, mais ses propos étaient quand même vraiment débiles. Bref. Donc, aussi, il faut le soulever au niveau du dessin. C'est toujours Asura qui semble être crédité, mais vraiment, à certains moments, le dessin ne lui ressemble pas. Donc, à certains moments donnés, je sais que Vegito est à l'aide au dessin, et des fois, on dirait qu'il est plus à l'aide. Là. On dirait que c'est vraiment lui, c'est son chara-design, et le fait qu'on ait comme deux chara-design dans un même chapitre-là, ça fait décrocher. C'est pas un défaut excessivement grave, mais je le remarque vraiment pour ce chapitre-là, alors que je l'avais pas tant remarqué dans les chapitres précédents si c'était le cas. Hein, vraiment cette image-là, par exemple, de Bras, où je me dis, waouh, ça c'est vraiment l'avantage en chara-design de Vegito, si bien évidemment je ne me trompe pas. Donc, ceci est à mon avis sur le chapitre 112 de Dragon Ball Multiverse. Je le redis, si on continue à enchaîner des chapitres comme ça, avec un récit qui explicite pas davantage les choses, je sais vraiment pas. Surtout qu'on a vu la contrainte hein, au niveau du gelage de temps qui semble ne consumer aucune énergie, qui peut donc être maintenir ad vitam aeternam, aussi longtemps que Xi est en vie. Ça va rendre les duels vraiment pénibles. Si on veut, ça a gâché ce duel-là. Pourquoi ça ne gâcherait pas les autres? Il faut faire que seulement les Namek puissent se battre. Hein? Ou qu'ils continuent à réfléchir à un moyen de pouvoir mieux s'en sortir. Je sais pas, là, mais un Namek qui réduit sa taille, il pourrait le faire peut-être. Ils peuvent grossir, peut-être qu'ils peuvent réduire. Ils se cachent sur quelqu'un. Et voilà, c'est réglé. Bref, parce que vraiment, c'est une contrainte qui est pénalisante. Ça rend pas les choses super intéressantes. Et que si on lève trop facilement, mais on se dit à quoi bon cette contrainte-là. Bref, ce pouvoir-là, je pense que c'était une mauvaise idée. Et il le démontre. Je trouve qu'il nuit au récit. Sa faiblesse, qu'on m'avait dit, vous allez voir, il y a une faiblesse. Encore une fois, ça n'a pas été expliqué vraiment, juste que comme, j'ai développé un anti-pouvoir et je peux pas vraiment expliquer tant pourquoi. Bon, donc bref. Je trouve que Multiverse, je répète, aurait dû demeurer sur sa prémisse initiale. Un tournoi terminé, ça va aller. Limite peut-être un revirement de situation simplet, mais ici, en plus on le redira, là, mais Xi et son dragon pas très puissant, mais qui lui a fourni 7 souhaits différents. Bref, ce dragon-là, on va se régler, hein. Il a juste fait mes 7 souhaits, mais maintenant on passe à autre chose. Il sort de d'autres dragons, bref. Je trouve je me pose plein de questions, et on est dans ce merveilleux ce cas type où soit le récit va me le raconter, m'expliquer ça beaucoup trop tard, à un point tel que je décroche, ou en fait le récit ne me l'expliquera pas. Je trouve que dans les deux cas de scénario, on gagne pas. Là. Mais bref, suis-je trop pessimiste? Vous pouvez en faire part dans les commentaires et dire n'importe quoi d'autre par rapport à ce chapitre-là. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous entendez pour la suite, etc. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je crois bien que ça va être la review de la saison 2
de Hell's Paradise. Je vous vends un punch, là. C'était, je trouve... J'étais pas convaincu au début, mais franchement, c'est très hypant. Donc, on s'en parlera le moment venu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Now, his long-awaited revenge begins!